Bonjour Pierre-Marie Moulière. Merci de participer au lancement de la chaîne de notre association, Alumni MSIT et CESA. Nous souhaitons ouvrir un canal de promotion de notre association, des diplômes dont elle réunit les anciens, d'échanges entre eux, et puis mieux connaître une personnalité. Bien sûr, nous serons également ouverts sur l'extérieur. Tout d'abord, et pour mémoire, je voudrais rappeler que notre diplôme, le MSIT, est un master spécialisé, MSIT ayant signifié tour à tour Management des systèmes d'information et des technologies, puis Management stratégique de l'information et des technologies. Donc lancé en 1999 par HEC et l'École nationale supérieure des mines de Paris, les mines quoi, le diplôme est poursuivi depuis 2020 par les mines donc et Paris Dauphine, tous deux membres de PSL pour Paris Sciences et Lettres. Ce master est composé de 2 CESA qui peuvent être suivis soit séparément, soit ensemble dans le cadre d'une année complète de MSIT. Alors le premier CESA pour certificat exécutif s'intitule Pilotage de la transformation digitale et le second Pilotage des systèmes d'information. Ceux qui nous regardent peuvent en savoir plus sur notre association et sur les diplômes. Alors tout d'abord en regardant notre site web msit.org, également en s'abonnant sur notre compte LinkedIn, et puis plus largement sur les sites à la fois des mines et de Paris Dauphine. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Alors, avant de démarrer, rappelons que ceux qui nous regardent peuvent aussi simplement nous écouter, et dans ce cas, vous pouvez régler la résolution de l'image sur 144 pixels, ce qui sera salutaire pour l'avenir de notre petite planète. Je fais là d'ailleurs un petit peu de teasing pour notre prochaine conférence sur la sobriété numérique, car on espère bien pouvoir reprendre nos traditionnelles conférences annuelles, et l'association vous en dira plus tout prochainement. Pour cette première, j'ai le plaisir de converser avec Pierre-Marie Moulière, qui est directeur informatique adjoint groupe au sein du groupe ARC Management et Services. Donc, Pierre-Marie, tu es le premier à te prêter au jeu de cette interview et je t'en remercie vivement. Entrons donc dans le vif du sujet. Pourrais-tu te présenter à nos followers? Oui, bonjour. Je suis Pierre-Marie Moulière, j'ai 60 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Mon épouse est pharmacien, mes 2 fils sont centraliens. En fait, ils ont fait l'ITEM à Centrale et ma fille est diplômée de l'école de commerce de Grenoble. Et donc, j'habite dans les Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Je suis universitaire, titulaire d'une maîtrise de physique et d'un DESS d'énergétique. Donc, c'est assez loin de l'informatique. Et donc, voilà un petit peu mon parcours. Donc, je suis de la promotion Ouais. 2012 du MSIT. Donc, tu étais Et MST et pas CESA, c'est ça? voilà, c'est ça. C'était le MSIT HEC Mines de Paris. D'accord. Et une très bonne année, puisque dans cette année, il y avait Philippe Lasserre, qui est le président de l'association. Effectivement, actuellement président. Et alors, comment est-ce que tu en es venu à avoir cette idée, puisque tu viens de nous donner ton âge, je fais 2022, moi 2012, tu avais donc 50 ans. Comment est-ce que tu en es venu à avoir cette idée d'intégrer le MSIT à l'époque? À l'époque, c'était une idée conjointe entre mon patron, qui était le DAF du groupe ARC, et moi qui arrivais effectivement sur une cinquantaine d'années avec une grosse expérience professionnelle dans l'informatique, mais pas forcément effectivement un diplôme prestigieux. Étant universitaire et en plus pas du tout dans le monde de l'informatique. Et donc je suis rentré à Arc en fait en 90 et donc comme chef de projet, hein, j'avais travaillé préalablement dans une petite société de services où j'ai fait de l'informatique, mais pour l'automobile dans le domaine de la qualité, ce qui était ma formation de base.
Et donc, à Arc, j'ai gravi en fait j'ai fait à peu près tous les métiers au niveau de l'informatique jusqu'à arriver directeur des systèmes d'information. Et mon patron, à l'époque, voulait me faire prendre l'air, hein, et voulait aussi que je sois absent de l'entreprise physiquement pendant un certain nombre de semaines, de manière à ce que les gens qui travaillaient avec moi soient obligés de se prendre un peu en charge et deviennent plus autonomes. Et ceci pour me permettre à moi de pouvoir faire d'autres fonctions. Et voilà, c'est un peu ce qui a germé. Et donc, on a effectivement mis ça ensemble pour faire ce MSIT. D'accord. Et donc, du coup, si tu fais un bilan maintenant avec une décennie de recul, on verra après d'autres questions, mais d'une manière générale, qu'est-ce que tu en as retenu? Ah ben, encore aujourd'hui, pour moi, c'est une période inoubliable, en fait, hein, parce que j'ai vécu une année et demie, hein, puisqu'en fait, il y a effectivement l'année du MSIT, mais il y a aussi la thèse professionnelle. En étant et étudiant et patron de l'informatique chez Arc. Donc, ça a été une année et demie vraiment assez dense. On était 4 étudiants à la maison, hein, puisque mes 3 enfants étaient dans le supérieur également. Et ils m'ont bien aidé aussi pour reprendre, par exemple, pour la rédaction de la thèse professionnelle. C'est vrai qu'après avoir quitté pendant 20 à 25 ans le mode de faire un rapport de stage, des choses comme ça, il y a eu pas mal de choses à apprendre. Et j'étais un peu dans la promotion, on va dire, effectivement. Pierre-Marie? Oui. Oui, alors 4 étudiants, c'est quand même pas banal ça comme expérience pour beaucoup de gens qui peuvent nous regarder. Un, est-ce que c'était toi le plus studieux? Et deux, est-ce qu'il y avait des échanges et des relectures de copies entre vous? Parce On que tu a nous as fait, on a fait pas mal alors, avant d'intégrer le MSIT, j'ai beaucoup travaillé avec ma fille sur l'examen qui était le plus compliqué pour moi, c'était d'avoir la note suffisante au TOEIC Ah, le en fameux, ouais. anglais. Et donc là, j'ai beaucoup travaillé avec ma fille et également aussi avec elle sur la partie logistique, on va dire, de la rédaction de la thèse pour réapprendre dans Word à faire une table des matières, avoir des références, des machins et tout ça. Oui, Et là, effectivement, elle m'a beaucoup aidé. il y a un Mais coup à on a aussi partagé un certain nombre d'expériences avec mes 2 garçons qui étaient plus dans la partie technique. Et aussi parce que finalement, dans la promotion, il y avait des gens qui avaient l'âge de mes enfants. Ah oui, alors justement, c'était une de mes questions, c'est de savoir si tu avais bien profité de cette vie estudiantine finalement retrouvée à la cinquantaine. Déjà, est-ce que tu peux nous préciser si tu étais part-time ou full-time à l'époque? Non, j'étais part-time, donc D'accord. c'était une semaine par mois pendant un an. Donc sur le campus d'HEC et aux mines de Paris à l'époque. Et profiter de la vie étudiante, pas vraiment parce que je rentrais à l'hôtel à HEC le dimanche soir et j'en ressortais le vendredi soir fort tard. Ouais. Après avoir fait des grosses journées HEC, ma journée entreprise après. Et Ouais. effectivement, j'ai pas trop traîné dans les bars étudiants, etc. Donc on va tout de suite faire tomber un mythe, c'est intégrer ce type de formation, c'est quand même pour les gens qui ont une capacité de travail un peu supérieure, quoi. Ouais, mais bah, c'est clair que c'est pas une année, c'est vraiment une année où il faut s'engager. Mm. En revanche, c'est passionnant, mais il faut dire que la charge de travail est vraiment très lourde. Pendant la formation, sur la thèse professionnelle aussi, c'est un gros engagement et un gros boulot. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire une fois dans sa vie, quoi. D'accord. C'était ça ou gravir l'Everest, finalement, tu as pris ça, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ok.
Alors, tu viens de parler un peu là, de choses passionnantes. Précisément, quelles sont les activités qui t'ont le plus marqué dans ce que tu as fait? Ben, on a ce qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est la qualité la qualité des enseignants. On a vraiment en face de nous des gens, alors soit des professionnels, soit des professeurs à l'époque c'était HEC et MI, et on a des intervenants. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de passer une journée avec le DSI d'Air France, qui en plus nous a accompagnés à dîner avec nous le soir, et on a pu échanger. On a vu le DSI d'Essilor, on a vu un certain nombre, une personne qui venait de chez Michelin, et avec des vraies expériences, et comment dire, c'est très très enrichissant. D'accord. Vous aviez fait un voyage à l'époque ou Non, non, il y a pas eu. le voyage c'était pour les full time Ah, d'accord. et les jeunes, on va dire. D'accord. Ok. Et sinon, en termes d'études de cas, il y avait eu vous aviez aussi fait des travaux en commun Ah ben, on avait effectivement des études de. Alors, on avait les études de cas pendant la semaine de cours. On avait des études de cas à préparer pour le module d'après, qui se faisait en équipe avec. On était une vingtaine, et globalement, après une semaine, après la première semaine, on était une équipe unie en fait, et on a conservé des relations après le MSIT avec bon nombre des gens qui étaient dans la promo, dont comme Philippe vous, par et exemple. très heureux. Ouais. Alors, du coup, là, tu viens de nous décrire un petit peu la vie, comme tu dis, très engagée pendant toute l'année. Tu nous as aussi évoqué le fait que ce n'était pas une année, c'est finalement une année et demie. Mais je sais que la thèse professionnelle ne se prépare pas vraiment à la dernière minute. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu justement comment à partir de quand tu t'y es pris, comment le sujet t'est venu, avec qui tu as travaillé, enfin, et quel en était évidemment le sujet. Alors j'ai eu la chance d'avoir comme maître de thèse Marie-Hélène Delmont, qui était la patronne du MSIT. Alors Ouais. une chance Félicitations. mais Ouais. ouais, parce que Marie-Hélène était quelqu'un de vraiment très très exigeant. Et on a mis quand même un tout petit peu de temps à réussir à se synchroniser sur la finalité de ma thèse. Mhm. Parce que moi, j'ai commencé en fait à écrire ma thèse très très vite, dès les premières sessions du MSIT, et je l'ai écrit de manière très décousue, c'est-à-dire que je prenais un chapitre duquel je voulais parler, et je déroulais tout mon chapitre, et après donc j'ai fait plein de petits chapitres comme ça. Et où ça commençait à être compliqué avec Marie-Hélène, c'était de rassembler tous ces chapitres pour en faire quelque chose de cohérent, avec un point de départ et un point d'arrivée, quoi. D'accord. Donc, Et j'ai travaillé sur la gouvernance des systèmes d'information, d'accord. et donc l'intitulé de ma thèse, c'était les leviers d'agilité de la gouvernance des systèmes d'information. Redis-moi ça. Les leviers de l'agilité, de la De la gouvernance gouvernance des des systèmes systèmes d'information. d'information. OK. Et Et donc, notre entreprise est une entreprise industrielle où les systèmes d'information étaient, de moins en moins maintenant, mais à l'époque étaient considérés comme étant un mal nécessaire, on va dire. Hein. oui. C'était l'informatique traitait la paye, les commandes, la facturation, un petit peu la gestion de production. Mais bon, il fallait que ça marche. Et puis, si ça marchait, c'était bien, quoi. Hein. Et donc, les problématiques de gouvernance qui sont d'être amené le plus en amont possible dans les projets, de pouvoir effectivement faire dialoguer des directions différentes sur des sujets qui sont vus par l'un et par l'autre un peu différents. On a eu un projet d'implémentation d'un ERP où là, effectivement, un ERP, c'est quand même quelque chose de très
de très compliqué parce qu'il faut vraiment que toutes les directions se parlent avec un but commun. Et donc, c'était un vrai sujet. Pardon. J'ai oublié de couper ce téléphone. Ah, Et donc, j'ai travaillé un peu sur les différents référentiels de l'ITIL, le COBIT, le CMMI. C'était les outils de la gouvernance. Et aussi avec une étude de cas que j'ai fait à l'intérieur de mon entreprise et aussi avec un autre DSI et un benchmark avec une entreprise très proche de la nôtre qui s'appelle Rocket. Et où on est un peu dans le même tissu industriel avec une entreprise familiale, en fait. Oui, Roquette, c'est dans le Nord aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, tu as pu interviewer des personnes. Quelle a été ta démarche? Oui, j'ai eu comme cobaye en fait l'ensemble des membres du comité de direction du groupe ARC à l'époque, où ils se sont prêtés au jeu et en même temps ça nous a aidé avec le directeur administratif et financier à montrer que, eh bien, au niveau du comité de direction, il y avait un petit peu d'éducation à faire pour commencer à prendre conscience que les systèmes d'information, c'était aussi important que notre outil de production, quoi. Donc, il y a eu l'ensemble des membres du comité de direction qui ont participé en fait à une enquête que j'avais réalisée sur comment ils appréciaient ou ils étaient réceptifs en fait à cette partie gouvernance avec les systèmes d'information. Le DSI de Rocket a fait le même exercice chez lui. On a pu comparer un petit peu la maturité de nos deux entreprises. Et du coup, 10 ans après, tu dirais qu'au-delà du travail personnel et je pense enrichissant qui a été pour toi, ce que tu as pu mettre en place avec ton comité de direction, avec ton management de l'époque, justement le fruit de ces travaux? Le fruit des travaux, déjà, c'est que l'objectif qu'on s'était fixé d'augmenter la maturité des gens de mon équipe, il a bien fonctionné, en fait. Ah ouais. Vu qu'ils ont dû se débrouiller pendant un an tout seuls, Ouais. ils ont conservé ce niveau d'autonomie parce qu'ils pouvaient le faire. Simplement, c'était très confortable pour eux de s'appuyer sur moi parce que voilà, pour se rassurer. Donc ils ont et ça m'a permis effectivement de dégager du temps pour pouvoir mettre en œuvre cette partie de gouvernance les résultats de l'enquête ont été partagés en comité de direction avec la direction générale et ça a aidé à mettre un petit peu, comment dire, l'informatique un peu plus dans les préoccupations globales. Ça n'a pas été jusque intégrer le DSI au comité de direction, hein, puisque en fait, dans les groupes industriels, ils y sont très très rarement. Bon, oui, C'était pourtant une de mes propositions, mais elle n'a pas été retenue. en tout cas, c'est la première fois que j'entends un ancien dire que finalement, le fait même qu'il ait fait le master a été la première pierre d'une forme de transformation au sein de l'entreprise. Donc, tu es le premier qui l'exprime comme ça, en tout cas. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup appris aussi sur toute la partie référentielle, sur tous les cours que nous avons eus et les interventions des gens de l'extérieur, de comment ils pratiquaient cela. Et ça m'a aussi ouvert un peu la tête et l'esprit sur comment ça se passait ailleurs. Parce que c'est être faire voilà, moi ça fait 30 ans que je travaille dans l'entreprise. Je ne regrette pas une seconde d'être resté 30 ans dans l'entreprise. En revanche, c'est vrai qu'on a moins la capacité à voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Et là, ça a permis de me donner un certain nombre de bases sur les outils de gouvernance, sur les méthodes et aussi un retour très positif d'autres DSI qui participaient aux interventions externes en fait au niveau du MSIT sur leur façon de gérer leur entreprise en fait.
D'accord. Alors justement, en termes d'entreprise, Arc, ça évoque un certain nombre de choses que toi, tu pourrais nous présenter ce groupe et comment il est organisé et comment la fonction DSI s'insère dans celui-ci. Voilà, donc Arc est le leader mondial des arts de la table, en fait. D'accord? On est un groupe, aujourd'hui, on est 7500 personnes, réparties en fait sur quatre usines. On a une usine principale en France qui fait à peu près la moitié de la capacité de production du groupe. Et nous avons également une usine aux États-Unis, une usine en Chine et une usine aux Émirats. D'accord. Donc, on fabrique que des articles en verre. Donc, pour trois marchés, le marché du consumer good, donc c'est la marque Luminarc, hein, c'est ce que vous avez pratiquement tous chez vous, hein, C'est ce que ça évoquait tout à l'heure. voilà, Voilà. voilà. Et je me doute quelque chose. Après, donc ça, c'est à peu près 40% du groupe, du chiffre d'affaires du groupe. Oui. On a aussi un marché de food service, donc hôtellerie, restauration, avec de plus en plus de qualitatifs au niveau des restaurants, avec la marque Chef et Sommelier, où on a des verres à dégustation. Mais on fait D'accord. aussi de la restauration dans les cantines, les restaurations d'entreprise. Et on a un troisième business qui est le B2B, où on a beaucoup par exemple, tout ce qui est brasseur, donc les opérations primes avec des verres designés pour des marques de bière, hein, essentiellement. On fait aussi beaucoup d'opérations avec des McDo, par exemple, pour des cadeaux qui sont donnés aux gens. Et un business industriel aussi, on fait un petit peu de contenants alimentaires pour des industriels et des hublots de machines à laver. On est le premier D'accord. fabricant mondial de hublots de machines à laver. Effectivement, je voyais plus un verre mais, à boire, mais Voilà. moins de hublot de machine à laver. D'accord. Voilà. Et donc, le groupe fait à peu près 8 à 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, bon, c'était un groupe familial, hein, et on a été racheté par un fonds américain. Et donc aujourd'hui, notre principal actionnaire est américain. D'accord. Il a été créé il y a longtemps? Le groupe date du début du siècle dernier. Donc, Dernier. oui, oui, tout à fait. Et on a eu le fondateur du groupe, Jacques Durand, en fait, qui a été patron du groupe un petit peu, pendant presque 60 ans. Un petit peu comme chez Michelin. D'accord. Ok, je comprends. Et donc alors, directeur informatique adjoint groupe, si j'ai bien lu euh, dans ta signature, en quoi cela consiste-t-il? Est-ce que tu pourrais nous éclaircir sur tes fonctions, peut-être d'ailleurs leur évolution, parce que j'imagine que quand tu es rentré il y a 30 ans, là il y a peut-être une mise en perspective avec le tournant du MSIT. Vas-y, je te laisse nous expliquer un petit peu. Tout à fait. Donc aujourd'hui, comment dire, le comité de direction du groupe est très très resserré, hein, est très compact. Et mon patron, c'est le directeur financier qui est également directeur des systèmes d'information. D'accord. En fait, c'est quelqu'un qui a eu une grosse expérience de finance et de systèmes d'information parce que il a beaucoup travaillé dans des plus petites structures que Arc et où souvent le DAF est aussi DSI. Et C'est souvent le cas. donc on fonctionne comme ça depuis 2 ans maintenant. Et lui, il siège au comité exécutif du groupe, au comité de direction, et donc les besoins IT qui sont pris très très en amont par lui et captés très en amont dans les comités de direction. Et donc, moi, je suis plus sur la partie, on va dire, opérationnelle, donc le pilotage de l'équipe comment dire, l'exécution des projets, tout en ayant c'est la première fois depuis 2 ans que j'ai un patron qui connaît mon métier.
également parce qu'il l'a fait. Et ça, c'est super enrichissant. D'accord. Alors, en termes, tu viens de parler d'une équipe, tu nous as expliqué qu'il y avait 4 usines. Vous êtes sur des pays assez différents entre la France, si j'ai bien retenu, la Russie, la Chine et les La Émirats. France, la Chine, les Émirats et les US. Et les US, j'allais oublier les US. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer, toutes les équipes sont situées à Lille ou au contraire, il y a c'est réparti? Comment est-ce que tout ça fonctionne? Alors, globalement, là, au niveau informatique, on est à peu près 70 personnes. Il y D'accord. a 40 personnes qui sont en France, Mhm. qui servent en fait les systèmes pour la France et aussi la partie, on va dire, un peu corporate, globale, comme par exemple l'annuaire d'entreprise, les systèmes de messagerie, tout le réseau, toutes ces choses-là Mhm. sont gérées depuis la France. Et dans chaque usine, on a une équipe IT assez autonome. En Chine et Émirats, en fait, on a une équipe IT qui est mutualisée entre les deux structures avec un DSI avec qui je travaille depuis une bonne vingtaine d'années donc qui pilote une dizaine de personnes sur la Chine et les Émirats. Et aux États-Unis, on a aussi une équipe locale euh, qui représente une quinzaine de personnes et D'accord. où le DSI, lui, ça fait 30 ans que je travaille avec lui parce que dans mes premières missions à ARC, je suis allé beaucoup aux États-Unis pour partager avec lui la gestion de production. D'accord. Donc vous êtes sur du temps long, quoi. Voilà, oui. Ok. Et en Russie, donc, il n'y a pas de. Donc en Russie, on était présent en Russie, mais maintenant on a notre usine de Russie, on s'en est séparé il y Ah, a d'accord. 18 mois maintenant. D'accord. Ok. Et donc, les grandes fonctions qui sont portées au sein de votre DSI, c'est classique ou il y a des choses originales? Non, c'est relativement classique. On a une grosse part du système d'information et on essaie d'y mettre de plus en plus de choses dans le RP. Mhm. Donc on a SAP hein, comme ERP. Et après, bah, c'est des fonctions classiques. Alors, on a Google Workspace depuis un an. On est passé d'Office 365 à Google Workspace. Ça, c'est notre infrastructure globale de messagerie qui, elle, est à l'échelle de l'ensemble du groupe. Et après, dans chacune des régions, on est aussi sous SAP, mais on a des instances SAP locales, puisque les unités sont beaucoup plus petites et on n'a pas forcément la même complexité, le même business dans les différentes entités. D'accord. Alors, bah, c'est une bonne transition finalement avec peut-être des questions un peu plus générales maintenant, si cela te convient. Tout à fait. Euh, Comment est-ce que tu regardes, parce qu'aujourd'hui, enfin, et d'ailleurs, hein, il y a une évolution au sein du master avec justement les deux César dont je parlais, la digitalisation. Comment est-ce que tu regardes sur les 15-20 dernières années, enfin, ne te restreins pas non plus, au regard de l'évolution de la place des technologies à la fois dans la vie, enfin, dans nos vies et puis au niveau des usages, et puis en termes d'impact sur le métier qui est le vôtre, et puis comme on vient de dire que c'était du temps long et que la société, si je comprends bien, peut passer en 20 ans, et que toi, ça fait 30 ans que tu y es, voilà, quelle est l'appréhension que tu as pu en avoir au cours de ces décennies passées chez Arc? Ben, je dirais une énorme accélération des usages IT au niveau du privé, en fait, euh, avec les smartphones, les réseaux sociaux, l'Internet, l'informatique embarquée aussi à titre privé dans les véhicules, la domotique, toutes ces choses-là font que nos clients internes deviennent de plus en plus, on va dire, exigeants Mhm. et surtout impatients. Dans le sens où, effectivement, quand on s'installe un petit truc de domotique à sa maison, bah, on télécharge une appli sur Google Store ou Apple Store et puis on paramètre ces trois radiateurs et puis ces lumières et tout est fait en quelques minutes. Et
Et les gens se sont habitués à ça. Et c'est vrai que dans une entreprise, globalement, ça prend plus de temps. Et on doit tenir compte de ça et on a des exigences de plus en plus sur les délais de projet. Et ça facilite pas forcément le métier puisque au niveau de l'entreprise, il y a des choix d'investissement, des choix sur la sécurité, et la mise en œuvre ne se fait pas aussi simplement, quoi. Et c'est compliqué pour les patrons métiers d'accepter l'idée que c'est plus compliqué pour nous, IT, dans les entreprises, que chez soi, sur son petit smartphone, en fait. Oui. Le, alors, par rapport au secteur qui est le tien, alors là aussi, je vais me servir de tes 30 ans d'expérience dans le secteur, sans doute. Alors, même si c'est vrai que vous êtes leader et que c'est peut-être très différent pour des sociétés qui viendraient après, voire loin derrière vous, mais est-ce que tu dirais que les entreprises françaises sont globalement passées à la digitalisation? Est-ce que chez Arc, vous-même, vous avez encore des projets pour, tu parlais d'accélérer les choses là? On peut pas dire, enfin, on peut pas dire que la digitalisation soit complètement intégrée dans l'industrie et non plus dans la nôtre. C'est pas parce qu'on est leader mondial sur notre marché que euh, c'est c'est un process qui est long, qui est compliqué, qui est aussi important en termes d'investissement. On a quand on refait un four chez nous, en fait, a une durée de vie de 7 à 8 ans. D'accord. Et quand on refait un four, on se parle d'investissement de 30 à 40 millions d'euros. Et en général, le four démarre lorsqu'il commence à produire, il produit pendant 7 ans, 8 ans, sans s'interrompre. Et les équipements qui sont euh, les machines primaires, toutes ces choses-là, eh bien, elles sont aussi parties pour 7 à 8 ans. Et donc, on a, en termes d'automates, en termes de machines de contrôle, on a une diversité importante en fonction de la date où on a rénové le four. Et on a encore des automates qui fonctionnent avec des vieux systèmes, voire des systèmes sous Windows XP, on a encore, et qui disparaîtront à la prochaine rénovation de four. Et tout cela, dans l'intégration, c'est pas forcément simple. Et ça prend du temps. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à cette digitalisation. Oui, non, mais je comprends, parce que vous êtes sur une industrie qui a des temps longs d'investissement, de, de, de retour sur investissement, et effectivement, on comprend bien le hiatus entre les deux. Par contre, il y a des domaines où c'est plus simple. Par exemple, aujourd'hui, on a digitalisé toute la partie facture. Oui, commercial, Carte quoi. de fournisseurs, donc elles sont automatiquement reconnues, elles sont intégrées, et cette partie-là est plus simple. Et après, il y a des endroits où la digitalisation est un peu compliquée. Quand on se parle du bulletin de paie, par exemple, on pourrait très facilement aujourd'hui dire voilà, il n'y a plus de bulletin de paie, on vous offre un coffre-fort électronique, mais là, on se heurte un peu à l'humain qui tout le monde n'est pas forcément prêt aujourd'hui à recevoir son bulletin de paie sous forme électronique, quoi. Certes. Pour revenir sur les aspects industriels, on voit quand même depuis quelques années, et depuis qu'on parle de big data, on parle d'informatique prédictif. Est-ce que ça, c'est des choses dans lesquelles vous avez investi, ou est-ce que par rapport à votre métier, c'est peut-être moins intéressant, moins, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, il y a moins de retour sur investissement que dans d'autres où on a des systèmes encore là, à observer pour faire de la maintenance. Non, c'est aujourd'hui, je pense, le cœur des optimisations que l'on pourra faire dans les années qui viennent. On s'y intéresse vraiment beaucoup, beaucoup en ce moment.
Je vais juste prendre un exemple. On consomme énormément d'énergie et notre Vas-y. budget énergie pour l'année 2022 n'est pas du tout comparable à notre budget d'énergie pour 2021. Et il commence à y avoir beaucoup d'offres structurées et intéressantes sur le marché pour faire ces optimisations en utilisant de l'IA, de l'apprentissage, un certain nombre de D'accord. choses. Et aujourd'hui, c'est réellement un vrai sujet chez nous qui n'est pas complètement adressé. On a plein de données, on a plein de capteurs que l'on essaie de connecter, d'analyser leurs données, de les corréler, de tout. Et c'est vraiment reconnu par l'ensemble de la direction comme étant une piste pour optimiser nos coûts. Mais ça nécessite beaucoup de transformation dans l'entreprise. C'est des nouveaux métiers qu'on n'a pas, qu'on est obligé, qu'il faut aujourd'hui qu'on s'adosse à des professionnels pour nous aider à monter ça. Et ça prendra des années, mais c'est réellement quelque chose qui est au niveau industriel très important aujourd'hui. J'allais te suggérer de peut-être rédiger une nouvelle thèse professionnelle sur ces aspects. Mais effectivement. Petite question, là encore, générale. Est-ce que, pour être un peu provocant, tu es cloud ou pas cloud du tout? Est-ce que chez vous, tout est déjà dans le cloud? Est-ce que la transformation, comme tu l'as dit, pour certains aspects, est en cours? Voire, est-ce que tu en es peut-être déjà revenu, puisque certains en reviennent? Ben, en fait, pour moi, le cloud, c'est pas une stratégie, en fait. C'est juste, c'est tactique. Il y a un certain nombre de choses. Par exemple, on travaille avec Google Workspace. Je veux dire, la messagerie d'entreprise, les outils bureautiques, toutes ces choses-là aujourd'hui, c'est un service qu'on peut, voilà, qui est soit chez Microsoft, soit chez Google. Et il y a, à mon sens, plus de questions, quoi. C'est forcément ce service-là est forcément dans le cloud. Après, voilà, on a pas mal d'applications en mode SaaS sur, par exemple, la gestion des carrières, la gestion des entretiens annuels, la gestion des notes de frais, toutes ces choses-là, on est en mode SaaS parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Et quand on a un mode SaaS qui fonctionne bien, c'est très bien. Après, sur le cœur du système, sur le RP, par exemple, on est resté on-premise. Alors, on est resté on-premise parce qu'on est en 24/7. Et on a la chance d'avoir une infrastructure logistique de data center qui est existante dans l'entreprise. En fait, sur la France, on a une entreprise qui est assez étendue. Donc, moi, j'ai deux salles machines qui sont éloignées de plus d'un kilomètre et qui sont reliées par une fibre noire. Donc, voilà, c'est quelque chose. Et comme on est un énorme consommateur d'énergie, finalement, l'énergie dépensée dans nos data centers, aujourd'hui, je suis incapable de dire, parce qu'il n'y a pas de compteur qui est spécifique pour les data centers. En plus, en termes de sécurité d'approvisionnement en énergie, nos fours sont aussi en partie électriques. Et donc, on a des groupes électrogènes avec des moteurs de bateau pour en cas de panne pour nos fours. Et donc, nous, on a juste une petite prise là-dessus. Et donc, on a un écosystème dans l'entreprise qui est facilitant pour les data centers. Mais le cloud peut être une solution, mais bon, a aussi d'autres contraintes. Il faut effectivement avoir des liens réseau qui soient backupés, surtout quand on est en 24/7, ce genre de choses. Et donc, pour moi, c'est pas une vraie stratégie, quoi. Non, je comprends. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as les moyens de tes ambitions en termes de SLS, si je puis dire les choses ainsi, puisque le métier de base te donne effectivement un haut niveau de qualité sur, comme tu disais, l'induction électrique ou de. Voilà. Tout à fait. Aujourd'hui, notre SAP, il s'arrête jamais, quoi. Ouais. Vous l'avez depuis longtemps? Vous êtes passé sous SAP? Nous sommes passés sous SAP en 2009.
D'accord, oui, donc c'est… OK. Et là, toujours en on-premise, pas en… Oui, oui. D'accord. OK. Et en termes de, je ne sais pas moi, de projet, ou peut-être que ça tourne aussi, hein, SIRH, CRM, tu nous parlais Là, que on, vous avez plusieurs on est métiers dans quand un, même. ouais, on est dans un gros projet de migration de SAP pour passer dans la nouvelle version S4. D'accord. Et donc, dans SAP, on traite en fait toute la partie administrative, donc les achats, la vente, tout ce qui est gestion de la vente, la facturation, la finance, le controlling. Et on a un gros projet qui démarre cette année pour y intégrer la production. Parce qu'en fait, notre gestion de production, c'est une solution interne aujourd'hui qu'on a développée il y a une trentaine d'années, qui fonctionne très bien, mais on commence à être au bout du bout avec cette solution, et surtout aussi avoir des compétences sur ces technologies qui disparaissent avec des départs en retraite, et voilà. Et donc, notre plan, c'est effectivement de maximiser la couverture des SAP en mettant la gestion de production également dans SAP. Après, on a des projets, on est en train de mettre en place un CRM aussi sur SAP. Nos systèmes d'information RH sont relativement vieux et on a des plans pour les rénover. Et bon, tout ça c'est beaucoup de projets. Et on a aussi eu pendant fort longtemps, on a été comment dire, un petit peu en difficulté. Donc, on a eu des reports d'investissement, et l'IT, comme n'était pas forcément c'était pas l'outil de production. Et donc, on a En beaucoup de général. systèmes qui sont vieux, et que voilà, là, on est en train on a une roadmap en fait pour se remettre à niveau. Parfait. Alors, tu as un peu évoqué le sujet, et moi aussi, celui de la sobriété numérique. Donc, vu votre métier, c'est sûr que vous avez de fortes consommations d'énergie, parce que pour tenir des fours, je ne suis pas spécialiste, mais pour tenir des fours 24/7 en permanence à des chaleurs, j'imagine, très élevées pour produire du verre. Mais tu as esquissé un petit peu là le fait que vous alliez avoir une consommation qui ne serait pas pareille. Est-ce que vous rentrez dans une démarche justement, alors qui est peut-être plus générale parce que vous êtes dans cette industrie particulière, mais en tout cas au niveau de l'IT, est-ce que toi tu t'intéresses à ces sujets-là de green IT, de sobriété numérique? Aujourd'hui, franchement, T'as pas le temps. non, on n'a pas le temps, et autant on a des projets, je pense, on a des projets sur mieux mesurer ce que l'on consomme en énergie sur nos lignes de production, Oui, pour je pouvoir comprends. effectivement optimiser, mieux mesurer notre consommation de gaz, Oui. voilà, pour comprendre et faire des économies en utilisant des nouvelles technologies d'apprentissage, d'IA, ce genre de choses. Oui. Euh, bon, ça, c'est clairement une priorité pour nous. C'est clairement là où il y a un vrai enjeu de gain énergétique. Bon, c'est vrai que sur la partie Green IT pure, voilà, c'est pas dans nos, c'est pas dans les projets stratégiques, on va dire. Je comprends. Mais en même temps, c'est vrai que, alors pour ceux qui verront cette vidéo dans des temps futurs, hein, nous sommes fin janvier 2022, donc. Et c'est vrai que là, le thème du moment dans les médias et au niveau du gouvernement, c'est effectivement le renchérissement de l'énergie à travers ce que tu viens de mentionner, le gaz et l'électricité. Donc c'est aussi pour vous peut-être un inducteur à travailler sur ces sujets-là de manière plus globale. C'est clair, clair. Euh, Un sujet là donc qu'on n'a pas encore abordé. Alors, vous êtes dans l'industrie, mais vous êtes leader mondial. Ça fait que vous êtes quand même des gens très visibles. Vous êtes présent sur beaucoup de territoires, on l'a vu. Est-ce que les questions de cybersécurité comment sont-elles traitées chez vous? Vous avez peut-être une PSSI, un RSSI, vous faites appel à des prestataires.
c'est traité chez nous de façon très, très sérieuse. Sans dévoiler, bien entendu, les mesures de protection, voilà, mais de manière générale et pour ce que tu peux en dire. Depuis très longtemps, en fait, on a un prestataire extérieur parce qu'on n'a pas de RSSI et de gens, on n'est pas suffisamment nombreux pour avoir des gens parce qu'il faut au moins 2 personnes qui puissent gérer ça en interne et être à l'état de l'art en fait des choses. Donc on s'est adossé à un partenaire depuis fort longtemps. On en a changé plusieurs fois pour faire en fait toute la partie sécurité, on va dire externe, c'est-à-dire la vue d'Internet, analyse de log de firewall, ce genre de choses. Et depuis 2 ans, sous l'impulsion de la nouvelle direction générale et de mon patron, on a aussi beaucoup investi sur la partie cyber, mais vue de l'interne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place, on a investi massivement sur des solutions permettant de, même si on avait un stagiaire, pas forcément vraiment un stagiaire, mais quelqu'un qui arrive dans l'entreprise à se connecter, on a des dispositifs maintenant qui nous permettent de faire cela. Et on ne peut plus en faire l'économie de ce genre de choses, même si effectivement c'est des marchés de niche encore et même au niveau des assurances de l'entreprise, on a des assurances sur ce qu'on appelle des assurances cyber, où on est audité régulièrement et où les assureurs sont de plus en plus exigeants en termes d'outillage et en termes pour continuer à bien vouloir nous assurer, quoi. Donc, c'est réellement un sujet qui est pris très au sérieux et sur lequel on dépense ce qu'il faut qu'on dépense. D'accord, parfait. Et vous avez déjà eu des sujets de crise ou vous avez échappé à cela pour le moment? On parle beaucoup en ce moment, par exemple, de crypto-locker, de ransomware, etc. J'imagine que vous avez mis en place des stratégies défensives. Je ne connais pas tout de la presse spécialisée, mais je n'ai pas entendu votre nom. Donc, non, jusque maintenant, alors, encore une fois, en toute humilité, parce que personne n'est à l'abri ça, c'est clair. ce genre de choses, jusque maintenant, on n'a pas subi de dommages importants par rapport à ça. On a déjà eu des postes qui ont été neutralisés, des postes avec CryptoLocker qui ont été neutralisés ces derniers mois par les solutions qu'on a en place. Voilà, je vais dire, on croise les doigts, on fait le maximum pour se protéger. Et on considère également que ce n'est pas parce qu'on est un industriel et qu'on est à l'abri, on n'est pas plus à l'abri que des grands groupes de ce genre d'attaque. Sachant qu'il y a déjà eu des groupes industriels tout à fait. Français très renommés qui en ont fait l'objet. Je change un petit peu de sujet. Est-ce que tu nous as dit tout à l'heure que vous faisiez 40% de votre chiffre d'affaires avec finalement le grand public, si j'ai bien noté, hein. Est-ce que vous avez des communications digitales, des sites web, du e-commerce? Et si je te dis RGPD par-dessus tout cela, quelle est ta réaction? Alors, on a effectivement des sites web, on a des sites de réseaux sociaux, on a aussi deux sites marchands en fait, un site marchand pour le grand public et un site marchand pour l'hôtellerie, la restauration, que l'on essaie d'être le plus conforme possible à la partie RGPD. Là aussi, on travaille avec le département juridique. En fait, on se partage la responsabilité de la RGPD avec le département juridique et également aussi avec une assistance externe. Bon, c'est quelque chose qui est très consommateur de temps. C'est pas tout ça le contraire. Et qui
qui effectivement est quand même un poids, je vais dire, important sur tous les projets, les évolutions, les revues. Je passe, moi, énormément de temps en revue de toutes sortes, entre les auditeurs, entre les clients, entre la RGPD. On est opérateur économique agréé, hein, qui nous permet de faire de préparer des transports directement chez nous pour la douane, en fait. Et donc, entre les audits de tous ces gens-là, c'est énormément d'énergie sur du process. Bon, on commence à être à peu près rodé, mais c'est vraiment une mécanique qui est très, 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 très lourde. Ok. Et comment est-ce que tu vois du coup l'avenir des SI là, pour la décennie qu'on a déjà bien entamée maintenant, mais encore une accélération quelles sont tes attentes peut-être par rapport justement aux technologies, parce que tu as maintenant 30 ans de recul, notamment dans ton industrie, donc En tout cas, pour ce qui concerne l'entreprise, aujourd'hui, je pense que les plus grosses optimisations que l'on pourra faire sur nos process de production, parce que c'est là où on va gagner réellement des points de marge et tout ça, voilà, c'est dans l'analyse de toutes les données que nous avons et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore vraiment analysé, corrélé, etc. Et je pense que tout ce qui est apprentissage, intelligence artificielle, corrélation, toutes ces choses-là, l'IoT, toutes ces mesures-là, vont réellement s'accélérer parce que après, sur le reste, sur la partie ERP, je veux dire, la compta, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Bon, les systèmes d'information RH, sans que ce soit péjoratif, mais bon, une paye, ça reste une paye. Mais le vrai business pour l'entreprise, effectivement, et au niveau des SI, c'est de pouvoir optimiser ses lignes de production et en mieux connaissant l'ensemble des paramètres de la ligne. Et aujourd'hui, vu le nombre de paramètres, voilà, l'analyse de cela doit se faire de manière par des gens dont c'est vraiment le métier, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas dans l'entreprise de data scientists, de gens qui ont. Et je suis persuadé que on aura dans les années qui viennent de plus en plus de gens qui vont travailler là-dessus. Et l'IT va prendre, je ne vais pas dire va prendre le pouvoir là-dessus, mais va participer activement à cela parce que dans l'industrie, en fait, il y a encore une grosse séparation entre l'IT, on va dire, plus général, hein, paye, compta, etc., et la partie IT industrie avec les automaticiens, avec tous ces gens-là. Et fatalement, dans les années qui viennent, ils vont devoir se regrouper, devoir travailler ensemble parce qu'on a besoin des deux compétences, plus d'autres compétences que nous n'avons pas, qu'il faudra acquérir à l'extérieur pour pouvoir faire l'analyse de cette masse de données que nous avons et pour optimiser nos process, quoi. au final, est-ce que tu dirais que le MSIT a constitué un bon préparatif pour toutes tes fonctions et tout ton vécu? En tout cas, aujourd'hui, moi, ça m'a permis de découvrir en fin de compte la théorie de mon métier de DSI que je ne connaissais pas ou que je J'entends souvent connaissais ça. par auto-apprentissage et de me confronter en fait avec les autres personnes du MSIT, dont les beaucoup plus jeunes qui avaient aussi d'autres façons de gérer, et on a beaucoup partagé là-dessus. Ça m'a vraiment bien servi. Ça m'a permis aussi d'être, bon, j'ai fait ça, j'avais une bonne cinquantaine d'années. Le fait d'avoir fait le MSIT, j'ai été chassé après par c'est quelque chose quand même qu'il faut intégrer parce que avec ce type de diplôme, on a quand même une visibilité qui est une vraie visibilité.
Je suis allé très très loin dans un certain nombre dans un processus de recrutement au moment où notre groupe a été vendu, où j'ai eu une période un peu compliquée pendant cette période-là. Et je pense que je n'aurais jamais été approché si j'avais pas fait le MSIT, quoi. Donc, si tu me passes cette expression, mais je ne voudrais pas faire mentir mon sens de la formule, la chasse à l'arc n'est plus ce qu'elle était. Tout à fait. Pour terminer, 3 questions. Déjà, qu'est-ce que tu dirais à tes camarades de promo que tu n'as pas revus depuis? Un petit message pour eux, disant. Ouais, que je garde un excellent souvenir de l'année passée avec eux, que on s'est très vite tous bien entendus dans la promotion. On a chacun amené nos forces. Et bon, même si j'étais un peu le papy de la formation, je pense qu'ils doivent aussi garder un bon souvenir de moi. En tout cas, moi, je garde un excellent souvenir de toutes les personnes que j'ai fréquentées cette année. Alors, c'est le moment de dire que vous pouvez vous retrouver sur LinkedIn en vous abonnant à nos pages. Deuxième question pour terminer. Donc, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui nous regardent et qui s'interrogent peut-être ou qui souhaiteraient vraiment intégrer le MSIT ou un des 2 CESA? J'ai compris qu'il fallait travailler. Oui, ça, je pense que c'est réellement un parcours exigeant. Ça, c'est clair. Bon, moi, on me l'avait dit. Bon, je l'avais intégré, mais je l'avais intégré en disant, bon, ouais, les gens ils disent que c'est bon, mais bon, je pense il faut que les gens l'intègrent comme ça, en disant, il y a pas de raison, je vais y arriver. C'est exigeant, mais passionnant, à plusieurs titres, parce que se remettre dans des situations de rédiger une thèse professionnelle, ben, ça fait 180 pages. Il faut, ben voilà, c'est comme écrire un livre. En même temps, il y a une partie de soi qui est dedans. Euh, et, euh, et aujourd'hui, moi, je suis toujours content quand j'ai mis un petit bout de ma thèse sur un site Google à l'époque. Et j'ai toujours des visiteurs encore en ce moment parce que je reçois régulièrement d'Analytics. Il y a un certain nombre de personnes qui se sont égarées sur mes 3 pages. Et globalement, j'en garde une vraie fierté, quoi. Ok. Mais il faut le faire une fois dans sa vie. Parce que quand on l'a fait une fois, ben on a vu ce que c'était, on en a bien profité. Mais je pense que ça serait compliqué de se réengager une deuxième fois. Parce que là, au moins, on sait tous les efforts à faire. Enfin, je ne sais pas si tu partages, puisque tu as fait aussi le parcours. Alors, pour la dernière question, comme je ne suis pas intervieweur professionnel et je pense que ça s'est vu, est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité plutôt que je te pose et que je ne t'ai pas posée? N'hésite pas, pose-la toi et réponds-y. Ben, je ne sais pas, peut-être comment fait-on pour travailler plus de 30 ans dans la même entreprise? Ah, effectivement. Alors, comment fait-on pour travailler dans la même, dans la même entreprise? Ben, voilà, moi, en fait, j'ai toujours travaillé au service informatique depuis plus de 30 ans, mais j'ai fait tous les métiers. J'ai fait tous les métiers au service informatique. Génial, ça. J'ai eu dans toute ma carrière des moments intéressants, des moments moins intéressants, des moments difficiles, des moments très difficiles. Et je pense quand on passe 30 ans dans une entreprise, on y est forcément attaché parce que c'est aussi un peu ma boîte, quoi. Hein, même si je suis pas actionnaire, je suis pas. Et aujourd'hui, voilà, j'approche de l'âge de la retraite dans quelques années, mais j'ai toujours le même enthousiasme pour venir au boulot. Et surtout, ma cible maintenant, c'est de faire en sorte que je puisse partir en retraite en ayant passé tout ce que je devais passer et être complètement serein sur l'avenir de mon successeur.
Un beau message. Bah, écoute, Pierre-Marie, je te remercie à nouveau de t'être prêté au jeu de cette interview. N'hésitez pas à en faire connaître le principe auprès de vos promotions respectives et puis sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, pour ceux qui souhaiteraient se faire interviewer, bah, il suffit de nous contacter. Un email à bureau@msit.org suffira. Voilà. Et donc, je vous dis à très bientôt et encore merci, Pierre-Marie. Bah, merci à toi parce que ça effectivement m'a rappelé de bons souvenirs et donc je regarderai avec impatience les prochaines interviews. À très bientôt. Merci.